Juste avant de commencer, la dernière fois, on avait une petite discussion sur la kinésithérapie, ce qu'on est obligé ou pas de mettre dans une ordonnance de kiné. Donc, je me suis renseigné auprès de mes confrères rhumatologues qui, au fond, prescrivent un petit peu plus souvent de la kiné que nous. Donc, un nombre de séances et une fréquence de séances ne sont plus obligatoires pour le kiné, qui peut donc de lui-même décider d'arrêter quand il le souhaite la kiné lorsqu'il juge que ce n'est plus nécessaire. C'est lui qui peut juger la fréquence des séances. Cependant, ce n'est pas une faute que de prescrire un nombre, une fréquence de séance, et à ce moment-là, le kiné est censé s'y tenir. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec vos collègues en aparté, ça, et même tout ce qui est détail de la kinésithérapie ne doit plus forcément être inscrit sur l'ordonnance. Donc, c'est vrai qu'une question de kinésithérapie perd un petit peu son intérêt dans un dossier de NC. Donc, voilà pour les précisions sur la question de la semaine dernière. Sur la kinésithérapie. On va commencer à corriger le dossier ramassé. Donc, vous aviez une photo. Vous aviez un texte un petit peu long qu'il fallait traduire, d'accord? En dermatologie, il faut faire un petit peu une analyse sémiologique du texte. Alors, c'est pas comme dans un dossier de psychiatrie, mais il faut essayer de traduire un petit peu l'énoncé. Donc, vous aviez un patient qui avait une éruption depuis 3 semaines, donc on va dire subaiguë chronique, qui touchait l'ensemble du revêtement cutané, sans intervalle de peau saine, avec une grande surface atteinte. On n'avait pas suffisamment d'éléments pour la quantifier, mais on vous disait tout le revêtement cutané, sauf le visage, donc c'était a priori plus de 90% de la surface corporelle. Donc une telle éruption, question 1, on va demander à... Donc voilà, vous allez vous faire passer le micro comme d'habitude. Le nom du syndrome dermatologique et les 4 étiologies à évoquer. Moi, j'avais faux parce que j'avais répondu à un DRESS syndrome, simple. Et du coup, ça doit être, enfin, c'est une érythrodermie. Les 4 étiologies les plus fréquentes, c'est médicaments, psoriasis, et je sais pas. Donc, quand vous avez un patient comme ça qui est rouge de la tête aux pieds, sans intervalle de peau saine, avec plus de 90% de la surface corporelle, qui est le siège de remaniements inflammatoires locaux importants, ça a un nom, c'est un syndrome dermatologique, c'est une érythrodermie. Donc le malade est devant vous, vous pouvez simplement dire comme ça en le voyant, il est érythrodermique. De la même façon, vous direz à un malade qui arrive essoufflé, vous direz il est dyspnéique, mais vous ne pouvez pas vous jeter comme ça, juste en l'examinant, sur un nom de maladie particulière. Donc c'est un syndrome dermatologique. Et ce qui est assez simple avec ce syndrome, c'est qu'il y a 95% des érythrodermies qui sont représentées par 4 étiologies. Premièrement, vous avez l'eczéma, pathologie que vous êtes bien censé connaître, qui peut être un eczéma constitutionnel, une dermatite atopique, au fond, généralisée, ou bien un eczéma de contact généralisé. Bref, l'eczéma. Deuxièmement, elle l'a dit, le psoriasis. Vous savez qu'il y a une forme particulière de psoriasis qui est le psoriasis érythrodermique, qui est différent du psoriasis pustuleux généralisé, qui est différent des autres formes de psoriasis, qui peut être un mode d'évolution d'un psoriasis banal, mais qui peut parfois être révélateur d'un psoriasis. On peut très bien commencer la maladie psoriasique par une érythrodermie. On peut très bien avoir le pso des coudes et des genoux pendant quelques années, de temps en temps le cuir chevelu, et puis un jour faire une érythrodermie avec un facteur déclenchant X ou Y. Ensuite, elle a dit médicamenteuse. En effet, tout réflexe, je vous l'ai dit la semaine dernière, en dermatologie, toute sémiologie dermatologique, toute sémiologie cutanée ou muqueuse nouvelle doit vous faire rechercher un médicament, quel que soit l'aspect de l'éruption, donc une toxidermie. Et là, il faut rester vague. Hein. Donc, elle avait dit DRESS. Oui, le DRESS peut se révéler par une érythrodermie, mais il y a d'autres. Un rash maculopapuleux en confluent peut donner une érythrodermie, bref. Et ce n'est pas sur la petite éosinophilie à 750 par millimètre cube. Je vous rappelle que tout malade qui se gratte peut avoir une petite éosinophilie, rarement plus de 1000 ou 1500 par millimètre cube. Si ça dépasse 1500, il faut plutôt évoquer, dans ce cas-là, des toxidermies ou des hémopathies lymphoïdes ou myéloïdes. Donc les toxidermies. Et quatrièmement, la dernière étiologie,
qui est un petit peu plus difficile à comprendre, à connaître, parce que c'est limite de votre programme, ce sont les lymphomes T cutanés, qui est une entité tout à fait particulière d'une tumeur cutanée d'origine hématopoïétique. C'est un infiltrat de lymphocytes T dans la peau, qui, lorsqu'elle infiltre une grande surface, s'appelle le syndrome de Sézary, S-E-Z-A-R-Y, qui est en fait un lymphome T cutané qui se leucémise. Donc, mais c'est une grande cause d'érythrodermie, à peu près 20% des érythrodermies. Donc, syndrome de Sézary, c'est une forme particulière de lymphome T cutané. Et j'ai envie de dire, vous avez surtout à connaître les lymphomes T cutanés comme une des principales causes d'érythrodermie. On ne vous demandera pas de savoir traiter un lymphome de Sézary, ni même un lymphome T cutané. Il faut savoir que ça existe, que ça peut donner des érythrodermies. Je ne pense pas que vous ayez plus à en savoir sur les lymphomes T cutanés. Ceux qui mettent, alors, il y en a, ils sont malins, ils n'arrivent pas à trancher entre les 4 étiologies, d'accord? Dites-vous que si vous n'arrivez pas à trancher entre les 4, vous ne serez pas les seuls, d'accord? Évidemment, quand on vous donne un chiffre comme ça, il faut le respecter. Ceux qui en mettent 5 ou 6 en se disant, il choisira, et dans les 5 ou 6, j'ai bien les 4, c'est un mauvais choix, puisque évidemment, il y aura des points en moins pour ceux qui ont mis plus que les 4. Pareil, ceux qui essaient de grouper, qui mettent inflammatoire et qui mettent eczéma pso au sein d'inflammatoire, premier tiret, bon, pas non plus grouper en essayant de trop caser. Sachant que là, c'est relativement simple, je vous répète, 4 étiologies pour un syndrome. Ceux qui mettent idiopathique, alors c'est vrai que c'est bien des fois qu'on a des petits listings d'étiologies, à la fin on met souvent idiopathique sur ces petites fiches, c'est vrai que c'est bien, mais alors, une érythrodermie idiopathique, au fond, moi je considère que ça n'existe pas. C'est-à-dire, une érythrodermie idiopathique, c'est une érythrodermie pour laquelle on n'a pas trouvé la cause, c'est-à-dire que c'est probablement une toxidermie où le médicament ne le retrouve pas à l'interrogatoire, ou bien il y a un allergène exogène, topique, qu'on n'a pas retrouvé, ou bien c'est un lymphome T qui va reparler un jour ou l'autre, mais une érythrodermie a forcément une cause. On n'est pas rouge comme ça de la tête aux pieds avec 90% de la surface atteinte, sans cause. Ceux qui mettent la gale, c'est bien de savoir que la gale peut donner une érythrodermie. Cependant, la gale érythrodermique, c'est rarissime. C'est une gale profuse, ce qu'on appelait avant la gale norvégienne ou la gale croûteuse ou hyperkératosique. C'est une gale croûteuse ou hyperkératosique qu'on a bien décapée avec des produits salicylés. Évidemment, en dessous la couche de kératine, on est érythrodermique parce que ça fourmille de sarcoptes. Bon, c'est quand même rarissime, donc c'est vraiment, je dirais, la 5e étiologie. On vous demandait les 4 principales par argument de fréquence. Donc le malade est devant vous, et au fond, une érythrodermie, comprenez bien que vu que les lésions sont confluentes, que l'inflammation est profuse, c'est pas forcément spécifique quand on voit le malade, on ne peut pas forcément dire il a un eczéma, il a un pso, il a une toxidermie ou il a un lymphome T cutané. Puisque tout conflue, et même si on biopsie la peau, on n'aura pas forcément une image spécifique de telle ou telle dermatose. Donc votre but, ça va être d'interroger correctement votre malade. Je vous donne des petits exemples. S'il vous dit je fais de l'eczéma dans l'enfance, il y a de l'atopie dans ma famille, vous pourrez penser dermatite atopique généralisée. Il vous dit j'ai déjà fait du psoriasis des coudes et des genoux, j'ai de temps en temps un casque squameux, il y a du psoriasis dans ma famille, vous pourrez penser érythrodermie psoriasique. Il vous dit, il y a une semaine, je me suis foulé la cheville, j'ai pris un anti-inflammatoire non stéroïdien par la bouche, et là, depuis 2 jours, je suis tout rouge. Puis quelques jours ou quelques heures, je suis tout rouge, vous pourrez penser toxidermie. Voilà, des exemples pour montrer que l'interrogatoire va être primordial, parce que la sémiologie et même l'aspect histologique sur la biopsie peut être mis en défaut. Question 2, on vous dit que vous avez fait le diagnostic d'une réaction allergique de contact par hypersensibilité retardée au chrome, donc un eczéma de contact au chrome généralisé. Quel traitement proposez-vous? On écoute. Donc je vais proposer un traitement ambulatoire après une initiation du traitement en hospitalisation. Je vais expliquer qu'il avait une contre-indication formelle et avis de ce type de tenue de motard au chrome. Voilà. En traitement, je vais proposer donc des lavages au savon doux 1 à 2 fois par jour. Pour son hyperkératose par palmoplantaire, je lui avais proposé un émollient et je lui ai demandé de ne pas mettre de solution irritante sur la peau. En traitement général, je propose une corticothérapie per os parce qu'il a des lésions qui sont très étendues, entre 0,5 à 1 mg kg jour, avec les mesures associées de la corticothérapie. Une lutte contre le prurite s'il n'arrive pas à ne pas se gratter, en lui proposant de l'atarax ce soir au coucher si besoin. Et puis, voilà, il lui demandait d'éviter de se gratter, de se couper les ongles pour éviter de s'infecter.
Donc, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est qu'un malade érythrodermique, déjà, il est très inconfortable. D'accord? Il se gratte, il peut avoir un peu chaud, il peut être un petit peu déshydraté. Donc, premièrement, classiquement, on hospitalise le patient. D'accord? Ça peut être en médecine, en service de médecine, donc en dermatologie ou même en médecine interne. Mais légèrement, il n'est pas confortable, donc il y a des soins à initier. On va les détailler. Ça s'hospitalise pour au moins 3 raisons. Premièrement, évaluer le retentissement. D'accord? Le retentissement sur l'état général, sur l'état hémodynamique et hydroélectrolytique. Sachant qu'un malade érythrodermique, ce n'est pas non plus un malade qui est brûlé. D'accord? Et des fois, on a l'impression que quand vous détaillez votre thérapeutique, vous jetez sur les perfusions, les solutés de remplissage, les machins. Bon, malade érythrodermique, il a l'épiderme qui est sain, hein, d'accord? Il n'a pas le syndrome de l'aïeul, il n'est pas brûlé, d'accord? Il a les vaisseaux un peu dilatés, donc il est tout rouge, mais l'épiderme est sain, d'accord? Donc il peut avoir 37,5, 38, hein, rarement plus. Il peut être un peu déshydraté, mais il ne va pas être en choc hypovolémique. Hein. Alors, si un malade qui est en choc érythrodermique, c'est un choc septique ou c'est autre chose, mais ce n'est pas une banale érythrodermie. Il peut être un petit peu déshydraté sur l'ionogramme. Donc, au moins, évaluer premièrement le retentissement. Deuxièmement, faire le bilan étiologique. Hein, ce n'est pas pareil d'avoir une dermatite atopique érythrodermique que d'avoir une toxidermie ou un lymphome T. Et troisièmement, pour initier le traitement. D'accord? Donc, elle a dit traitement ambulatoire dans les suites d'une hospitalisation. Donc, oui, on hospitalise d'abord le malade. Parce que, comprenez bien qu'on va voir que le traitement, ça va être des anti-inflammatoires, on va voir de quelle sorte. La Miperos, on va voir que ce n'était pas ce qu'il fallait privilégier. Puisque vous avez une inflammation cutanée, si on reste simple en dermatologie, une classe pharmacologique qu'on adore, c'est les dermocorticoïdes, c'est les anti-inflammatoires par voie topique. D'accord? Ça a l'avantage, premièrement, de pouvoir être appliqué sur l'ensemble du revêtement cutané, comme ça on est actif directement sur le site inflammatoire, premièrement. On a un moindre passage systémique. Évidemment, on a un passage systémique. D'accord? Mais on en a moins que si on le donnait par la bouche. Et en plus, on est actif directement sur le site inflammatoire. Et troisièmement, on fait moins d'effets rebonds avec une corticothérapie locale qu'avec une corticothérapie générale. Voilà au moins 3 bonnes raisons de mettre un malade sous dermocorticoïde. Et vous comprenez bien que si vous dites, vous voulez le renvoyer à la maison avec ses ordonnances de crème à la cortisone pour se mettre dans le dos partout, c'est l'enfer. C'est le but d'une infirmière que d'appliquer les crèmes matin et soir, ou au minimum une fois par jour, sur l'ensemble du corps. Je ne sais pas ce qui est drôle, mais... Donc voilà au moins les 3 bonnes raisons pour lesquelles il fallait hospitaliser votre malade. Donc vous pouvez mettre en premier rééquilibration hydroélectrolytique et hémodynamique adaptée à l'état clinique du malade, mais vous n'aurez pas de points ceux qui ont mis le sérum physiologique, qui ont perfusé. Généralement, c'est malades qu'on ne perfuse même pas. Hein, on leur dit de boire. Mais si l'iono est normal, qu'ils ont une bonne hémodynamique, on ne les perfuse même pas. Hein, c'est simplement... perfuser un malade, c'est quand même une porte d'entrée cutanée supplémentaire sur une peau qui est déjà inflammatoire, érythémato-squameuse. On n'a pas forcément envie de rajouter une porte d'entrée à staph. Éviction de l'allergène, ça vous pouvez le mettre en premier de peur de l'oublier. Donc l'éviction totale et définitive du chrome. Hein. Et donc le traitement, on va voir qu'il est essentiellement local, comme je vous l'ai dit. Vous verrez en dermatologie, il y a très peu, enfin du moins pour vous, peu d'indications à une corticothérapie générale. Quand est-ce qu'on met un malade sous corticothérapie générale? L'angioœdème, hein, œdème de Quinn, urticaire profonde, oui. Choc anaphylactique, d'accord. On met sous corticothérapie générale des maladies auto-immunes de la peau type pemphigus, dermatomyosite, certains lupus. Là, on commence à sortir un petit peu de votre programme. Donc au fond, en dermatologie, la dermatologie banale, de ville ou de consultation ou ambulatoire, au fond, c'est quasiment jamais de corticothérapie par voie générale. Ceux qui mettent, on ne peut pas mettre de dermocorticoïdes car grande surface cutanée, etc., trop compliqué à mettre, ou risque de passage systémique. Bah, évidemment qu'il y a un risque de passage systémique, mais si on donne 0,5 à 1 mg kilo per os, là, il y a un passage systémique encore plus important et on est moins actif sur le site inflammatoire. Donc vous devez savoir manier les dermocorticoïdes. Donc vous savez qu'il y a différentes classes. Hein, pour simplifier, vous avez une classe forte, une classe moyenne et une classe faible. D'accord ? Il y a une classe très faible que je vous déconseille d'apprendre parce qu'on n'utilise jamais. Vous verrez que le but d'un traitement de dermocorticoïdes, c'est de taper vite et fort. D'accord ? Donc il vaut mieux taper une semaine avec des dermocorticoïdes puissants et que le malade soit blanchi,
Plutôt que de mettre pendant 3 semaines un dermocorticoïde faible, au total, le malade aura plus de dermocorticoïdes avec un faible pendant longtemps qu'avec un fort pendant peu de temps. Donc là, il fallait taper avec un fort. Alors vous apprenez Dermoval, par exemple, ou Diprolène. Vous en prenez à peu près 2 par classe. Ou par un moyen, type Diprozone ou Nérizone. Mais ce n'était pas logique, si vous voulez, de taper avec du tridésonite ou du Locapred sur ce malade qui a une grande surface atteinte. La décroissance. Je pense que si vous mettez décroissance progressive, adaptée à la réponse clinique, ça suffit. Ceux qui mettent une fois par jour 7 jours, puis un jour sur 2 7 jours, puis 2 fois par semaine 15 jours, je ne pense pas qu'ils auront de points en moins ni de points en plus, mais on ne fera jamais pareil chez le même malade, d'accord ? Il y a des malades qui vont avoir besoin d'une fois par jour pendant 5 jours et ils seront blanchis, et à ce moment-là on pourra diminuer. D'autres qui vont avoir besoin de 10 jours tous les jours, d'autres 15 jours tous les jours. On ne peut pas savoir comment le malade va répondre, d'accord ? Donc vous mettez décroissance, déblanchiment, espacé un jour sur 2, puis secondairement 2 fois par semaine. Une fois, c'est un malade qui sur un mois ont de la crème à la cortisone, mais en sevrage progressif. Donc vraiment, vous devez savoir les manier les dermocorticoïdes. Elle a parlé du traitement émollient, c'est très bien. Toute dermatose inflammatoire sèche, donc qui ne soigne pas, doit avoir un traitement émollient. Vous apprenez 1 ou 2 émollients, le cold cream, le Dexeril, le sérat de Galien, peu importe, pas tous bien évidemment. Et c'est à volonté, d'accord ? Autant la cortisone, c'est 1 à 2 fois par jour en fonction de l'état cutané, autant les émollients, c'est à volonté. Il faut toujours que la peau soit bien hydratée. Ça minimise le prurite, ça minimise l'inflammation. C'est un effet anti-inflammatoire propre, les émollients. Tout ce qui est bain, oui, on peut le détailler, je ne pense pas que ce soit coté. On fait des bains soit d'amidon, soit on fait en effet un nettoyage banal au savon. Il n'y a pas d'indication à mettre des antiseptiques en première intention, hors signe clinique d'infection. D'accord ? On est parfois amené à les mettre dans les dermatoses érosives, les larges érosions, les syndromes de l'aïeul, ou chez les brûlés, mais pas lorsque l'épiderme est sain, en dehors de signes cliniques de surinfection. Traitement par voie générale, à part les antihistaminiques sédatifs, il n'y avait pas d'indication à donner d'autres traitements qu'un antihistaminique plutôt sédatif. Et je vous rappelle qu'un antihistaminique, ça marche au fond, d'un point de vue physiopathologique, que dans les maladies qui libèrent de l'histamine, donc urticaire, angioëdème, choc anaphylactique. Mais là, un antihistaminique, oui, on va le prescrire plus pour son effet sédatif. Donc on peut mettre de l'atarax ou de la polaramine le soir pour aider le patient à dormir. Donc ceux qui répondent dans ce type de questions, une corticothérapie générale, ce n'était pas une bonne idée. Donc je vous l'ai dit, plus d'effets systémiques, on n'est pas actif directement sur le site inflammatoire. Et troisièmement, plus d'effets rebonds. Donc je reviens sur l'effet rebond. Évidemment, si vous lui mettez 0,5 ou 1 mg kg per os ou IV, peu importe, de corticoïdes, évidemment, il va être mieux, votre malade. D'accord ? Mais vous aurez beaucoup de mal à le sevrer au bout de quelques jours de corticothérapie générale. Et il va être dépendant à des seuils, vous n'arriverez pas à descendre à moins de 10, 15 ou même parfois 20 mg de cortencil. Et dès la décroissance, il va rechuter au niveau cutané. Alors qu'avec les dermocorticoïdes, vous avez certes également un risque d'effet rebond, mais qui est nettement moindre qu'avec une corticothérapie générale. Donc au fond, que votre malade, là il avait un eczéma, mais qu'il ait une dermatite atopique généralisée, un eczéma de contact généralisé, une toxidermie ou un lymphome T, ou un psoriasis érythrodermique, vous le traiterez pareil. C'est les dermocorticoïdes. Vous n'avez pas le temps d'avoir la biopsie ou de savoir exactement ce qu'il a, il faut le soulager, votre malade. Évidemment, la gale, le traitement sera différent. On n'en revient pas. Vous avez des questions sur comment on conduit un traitement dermocorticoïde, comment l'attitude à avoir devant un malade érythrodermique. D'accord ? Il n'y a pas d'urgence à avoir le diagnostic, par contre, il y a urgence à soulager le malade. Hein. Il y a rarement d'urgence vitale, c'est rarement une urgence vitale, mais il est inconfortable. Question 3. Donc on vous dit que ça va mieux, puis la 38.3 décroute, des ganglions, quel diagnostic et la lésion sémiologique élémentaire initiale. Alors j'ai mis que c'était une impétigénisation, probablement à staph doré ou strepto bêta-hémolytique, avec un syndrome infectieux, et la lésion élémentaire, j'avais mis vésicule, mais je pense que c'est bulle du coup. Donc généralement tout le monde a bien compris que c'était une impétigénisation, une surinfection bactérienne. Vous aviez les 38, les ganglions, les croûtes jaunes, qui généralement vous orientent bien. Alors généralement, on utilise le terme d'impétigo lorsque cette infection bactérienne survient primitivement, sur peau saine. D'accord ? Je parle de l'impétigo de l'enfant, surtout chez l'enfant. Vous savez, les petites érosions secondairement croûteuses périorificielles.
quand ça survient sur peau saine, impétigo. Quand c'est une dermatose préexistante qui s'impétigénise parce que le malade s'est gratté, donc il s'est inoculé sa propre flore par les ongles, on parle d'impétigénisation de la dermatose. Bon, c'est une petite nuance de terminologie. La lésion sémiologique élémentaire initiale. Il faut apprendre en dermatologie à raisonner en sémiologie élémentaire initiale. Vous avez des cours de sémiologie, vous devez apprendre les lésions, savoir ce que c'est qu'une vésicule et comment on raisonne devant une vésicule, devant une bulle, devant une pustule, devant une papule, bref. Le but de la conf, ce n'est pas de faire un cours de sémiologie, mais clairement, dans la physiopathologie de l'impétigo, vous devez savoir, si vous avez bien compris ce que c'est que l'impétigo, vous devez savoir que c'est une dermatose bulleuse, d'accord ? Et non pas vésiculeuse. Une vésicule, c'est 3 mm ou moins, alors que la toxine du staphylocoque ou du strepto, elle clive l'épiderme, elle est exfoliante au fond. Et donc, c'est des clivages diffus et non pas localisés qui donneraient une vésicule. C'est plus diffus, donc ça ne donne pas de vésicule. L'impétigo, c'est une bulle. Et au fond, vous le verrez quasiment jamais au stade de bulle, l'impétigo, parce que la bulle elle est tellement superficielle qu'elle se rompt très facilement. Donc, vous le verrez un impétigo surtout au stade d'érosion. Quand il y a une érosion, ça suinte, puis ça fait des croûtes. Donc, vous verrez le plus souvent un impétigo au stade d'érosion, voire de croûte, ou plusieurs éléments d'âge différents. Mais très rarement, vous verrez la bulle avec le liquide dedans, parce qu'elle se rompt. Elle est très fugace. Comment allez-vous traiter le patient? Donc, il faut un traitement local par antibiotique local. Je ne sais pas comment on appelle l'antibiotique local. Il faut que ce soit actif sur, à la fois sur Staphylococcus aureus et sur Streptocoque. Et un traitement général par antibiotique. On va mettre des macrolides, là, puisque je crois qu'il y a un antécédent d'allergie. Donc on va mettre des macrolides. Je n'ai aucune idée de la durée. Et un antiseptique local aussi, pardon. Très bien. Donc le malade, je vous disais qu'il était rentré à domicile. Alors retenez que impétigo, impétigénisation, dans la très grande majorité des cas, vous aurez à traiter par voie générale, par un antibiotique par voie systémique. Le seul cas où vous pourrez vous permettre de traiter avec un antibiotique local, c'est la lésion unique d'impétigo. Donc l'impétigénisation d'une dermatose, c'est souvent profus, donc antibiotique par voie systémique. L'impétigo de l'enfant, il y a rarement une seule lésion. Donc retenez, pour être schématique, impétigo ou impétigénisation, c'est antibiothérapie par voie systémique. En dehors de signes de gravité, il n'y avait pas d'indication à formellement hospitaliser votre malade. Donc, si on détaille, les soins locaux. Premièrement, il l'a dit à la fin, mais c'est important quand même, on est devant une dermatose surinfectée, je vous ai dit, donc antisepsie locale. Vous apprenez un ou deux antiseptiques, chlorhexidine, hexamédine, peu importe, pas tous bien évidemment. Soit en bain, quand les lésions sont profuses, on dilue dans l'eau du bain les antiseptiques, soit en application avec des compresses, parfois il y a même des pulvérisateurs. Bref, ça, la galénique, vous n'avez pas tellement à la prendre, mais retenez qu'il faut une antisepsie locale pour désinfecter la flore cutanée. Quid du traitement antibiotique? Je l'ai mis dans la correction, mais à partir du moment où vous allez traiter par une antibiothérapie par voie générale, vous n'êtes pas obligé de donner un antibiotique par voie topique. On va voir pour les infections fongiques, on fait les deux, parce que ça facilite la guérison. Pourquoi, à partir du moment où on traite par voie générale par antibiotique, on n'aime pas trop donner les antibiotiques par voie topique? Qu'est-ce qu'on connaît comme antibiotique topique? On a premièrement la fusidine pommade. Fusidine, il y a de plus en plus de résistance des staphylocoques à la fusidine. C'est même un antibiotique que Perros, on n'utilise quasiment plus, du moins en dermatologie, et je crois même dans d'autres spécialités, on va dire, infectieuses. On considère que ce n'est pas un bon anti-staph, un moins bon anti-staph qu'il y a quelques années, parce que de plus en plus de résistance. Donc fusidine topique, risque de sélection. Et deuxièmement, vous avez d'autres antibiotiques topiques qui marchent sur les staphs, surtout métières, enfin les métières, vous avez le Bactroban et la mupirocine, le mupiderme. Et on n'a pas envie, si vous voulez, de sélectionner fortement la flore du malade. On n'a pas envie de sélectionner des métières. Donc retenez plutôt les antibiotiques topiques. On les privilégie plutôt pour la décontamination des gîtes chez un malade qui a des infections staphylococciques récurrentes, genre des furonculoses, des anthrax, ou les cas familiaux, les malades, toute la famille qui fait des furoncles, etc. Donc décontamination des gîtes, vous savez que les gîtes, c'est les narines, les oreilles, les aisselles, les pliants inguinaux, l'anus, le périnée, l'ombilic.
Donc retenez antibiotiques topiques, plutôt décontamination des gîtes. Donc là, ça peut être uniquement des émollients, la vaseline, bref, quelque chose de gras pour essayer de faire partir les croûtes. Pas forcément l'antibiotique topique. Il a dit le traitement antibiotique, je ne sais pas s'il a dit la voie, mais il pouvait être par voie orale. Il n'y avait pas d'indication à créer une nouvelle porte d'entrée infectieuse. Une antibiothérapie orale, surtout les macrolides, ça a une relativement bonne biodisponibilité. Donc il a choisi les macrolides. En effet, il y avait un antécédent allergique formel dans l'énoncé. Il ne s'agissait pas d'un doute sur une toxidermie ou une allergie. C'est un œdème facial sous pénicilline. Vous n'avez pas à vous poser la question, c'est une contre-indication formelle à la réintroduction de la pénicilline. Je dis ça parce que de temps en temps, vous avez des patients qui vous disent « j'ai saigné du nez sous aspirine, donc je suis allergique à l'aspirine ». Bon, vous voyez, il faut quand même bien interroger un patient qui s'étiquette allergique à un antibiotique. Il faut toujours leur questionner. Il y a des malades qui vous disent « je suis allergique à la pénicilline ». Et puis vous leur demandez s'ils font souvent des angines, etc. Qu'est-ce que vous avez pris Augmentin. Donc en pratique, ils ne sont pas allergiques à la pénicilline. Donc toujours bien réinterroger le patient, surtout quand c'est une classe pharmacologique très importante qu'on est amené à prescrire relativement souvent. Là, il n'y avait aucun doute, œdème facial sous pénicilline égale contre-indication formelle. Donc, on devait privilégier un antibiotique qui pouvait être un macrolide, ça pouvait être du rulide ou de la josacine, ça pouvait être une synergistine, qui marche aussi sur les staphylocoques méties et les streptocoques. Il n'y a quasiment pas de résistance des staph méties et des streptos aux macrolides, ni même aux synergistines. Ça pouvait être des lyncosanides type dalacine. Dalacine, on n'aime pas trop, du moins en dermatologie, ça donne quand même des colites pseudomembraneuses, et disons qu'on a des antibiotiques à spectre plus restreint, comme les macrolides. Donc les macrolides, et j'ai envie de dire, même s'il n'avait pas été allergique à la pénicilline, moi personnellement j'aurais privilégié un macrolide. S'il n'était pas allergique à la pénicilline, on aurait pu mettre une pénième qui marche aussi sur les staph méties et aussi sur les streptos. On aurait pu mettre de l'augmentin qui marche aussi sur les staph méties et les streptos. Mais en pratique, allergie ou pas, on privilégie plutôt les macrolides, plutôt bien tolérés et bonne absorption, et ça marche très bien dans ces surinfections cutanées. Donc la posologie, elle dépendait bien sûr de l'antibiotique. La durée de traitement, c'est 8 à 10 jours. Donc antisepsie locale, antibiotique par voie générale. Et un élément important que vous avez tendance à oublier, c'est que vous oubliez que le malade a une dermatose sous-jacente. D'accord ? Il n'a pas qu'un impétigo ou qu'une impétigisation, il a en dessous un eczéma. D'accord ? Donc on a dit tout à l'heure qu'il fallait faire un sevrage. Le sevrage, il est à poursuivre. Il y a des points pour ceux qui pensent à continuer à traiter la dermatose sous-jacente. Alors, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont arrêter, qui vont pendant 24 heures, ne vont pas faire de dermocorticoïdes, mais il va falloir vite les reprendre, parce que sinon le malade risque de faire un gros effet rebond. Il peut se remettre à se gratter, à se réinoculer les staphylocoques, et il va autant entretenir son impétigo. Donc il y a ceux qui arrêtent temporairement 24 heures, nous on continue. À partir du moment où le malade est couvert par une antibiothérapie par voie générale, vous pouvez très bien continuer vos dermocorticoïdes, vous continuez à posologie décroissante, comme prévu, vous continuez à traiter la dermatose. D'accord ? C'est un phénomène infectieux qui s'est rajouté, mais n'oubliez pas qu'en dessous, il y a l'eczéma qui continue. En pratique, le plus souvent dans ce genre d'impétigo, le malade se contamine à partir de sa propre flore. D'accord ? On t'aurait dit un malade polyhospitalisé, etc., tu aurais pu suspecter un staphylocoque résistant ou autre, mais le plus souvent, le malade se contamine à partir de sa propre flore. D'accord ? Donc, prélèvement ou pas, au fond, d'une part, tu ne vas pas attendre les résultats avant de le traiter, bien évidemment. Et c'est en cas d'échec du traitement que tu feras des prélèvements. Après, pour tout ce qui est prélèvement en maladie infectieuse, ça se discute. C'est-à-dire que si vous avez, je prends l'exemple du Zona, par exemple, on vous fait un dossier où vous êtes dermatologue libéral, vous voyez un Zona typique, le dermatologue libéral, il n'a rien pour prélever, il n'a pas le milieu de transport viral, il n'a pas le labo tout près, donc Zona typique, il traite, d'accord ? Maintenant, un Zona qui a lieu en hospitalisation, bon, il y a le labo au-dessus, on peut prélever, parce qu'un malade hospitalisé, il peut faire un virus résistant, on peut avoir besoin d'un virogramme, etc. Ça, c'est pour l'exemple du virus. En bactério, c'est pareil. Là, le malade, je vais considérer plutôt comme ambulatoire, donc il n'y a pas forcément indication à le prélever. Ce malade te fait l'impétigo devant toi en hospitalisation, oui, tu vas le prélever, tu as le laboratoire juste au-dessus. Mais en pratique, ce n'est pas parce que tu vas le prélever que tu vas forcément suspecter un staph métiaire ou que tu vas taper sur un staph métiaire avec ton antibiothérapie. Le plus souvent, c'est la flore du malade. Quelles sont les mesures préventives à prendre ?
Alors, la première, c'est l'éducation. Je lui ai dit donc de se couper les ongles, d'éviter tout ce qui empire la laxérose, donc les bains prolongés. Donc, on vérifie aussi sa sérologie antitétanique, puisque c'est une porte d'entrée. Donc, si c'est pas fait, on vaccine. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, aussi l'éviction aussi de contact, surtout des nourrissons, des enfants, et un arrêt de travail par conséquent, et continuer le traitement et une BU à 15 jours, 3 semaines pour la néphropathie post-streptotoxique. Voilà. Donc le malade, il s'est contaminé à partir de sa propre flore, mais là, il a plus que sa propre flore sur les lésions, puisqu'il a fait la vraie surinfection des lésions. Donc il est potentiellement contagieux. Donc éviction de l'entourage, des contacts rapprochés avec l'entourage, surtout avec les enfants, qui sont particulièrement prédisposés aux infections cutanées bactériennes type impétigo, staph ou à strepto. Donc éviction des contacts rapprochés avec les sujets contacts, surtout les enfants, et examiner l'entourage s'il est possible, si l'entourage peut venir en consultation, au moins un examen clinique, plus ou moins prélèvement, plus ou moins traitement, en fonction des signes. Les mesures d'hygiène locale, donc ça peut être c'est couper des ongles, brossage des ongles avec des savons antiseptiques, et on propose des lavages antiseptiques en insistant sur les zones qui sont les gîtes staphylococciques. Tout ce qui est lutte contre le prurite, donc couper les ongles et antihistaminiques, ça fait pour moi partie des mesures préventives. Si vous empêchez le malade de se gratter, il va moins pérenniser, s'auto-inoculer son staphylocoque et moins pérenniser son impétigo. La bandelette urinaire, c'est bien d'y penser. Alors bon, maintenant, quand même, la majorité des impétigos sont quand même plus staphylococciques, mais c'est bien de penser quand même au strepto et la toxine néphritogène. Donc bandelette urinaire, c'est pas grand-chose à 3 semaines. Le vaccin antitétanique à vérifier, c'est pas grand-chose non plus. Elle a bien pensé que toute effraction cutanée, même minime, peut être une porte d'entrée tétanos. C'est une érosion, c'est une porte d'entrée cutanée. La première barrière, c'est quand même l'épiderme. Donc là, il est clivé. Alors évidemment, il n'y avait pas de point, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même bien d'y penser. Vous y penserez devant l'accident de la voie publique, la fracture ouverte de jambe, l'ulcère de jambe, etc. Peut-être un petit peu moins dans ce genre de dossier. Donc ayez toujours le réflexe. Question 6. 48 heures de traitement, érythème rouge vif des grands plis et du tronc. Semis de pustulette, état général conservé. Quel est votre diagnostic? Donc c'est une toxidermie pustuleuse secondaire au macrolide, de type pustulose exanthématique aiguë généralisée. Très bien. Donc je vous ai dit la semaine dernière, toute éruption cutanée ou muqueuse, ou toute nouvelle sémiologie, ou tout nouveau signe sémiologique dermatologique doit vous faire évoquer une toxidermie. C'est le réflexe, de la même façon que le malade qui se gratte, vous penserez à la gale. L'orage maculopapuleux, vous penserez à la primo-infection VIH et à la syphilis. Bref, tout signe sémiologique dermatologique, toujours à l'interrogatoire médicamenteux. Surtout que là, le médicament imputable, c'est vous qui l'avez prescrit. Donc il s'agissait en effet d'une toxidermie, pustuleuse, oui, à type de PEAG, pustuleuse exanthématique aiguë généralisée. Alors vous avez le droit de ne pas connaître la PEAG, mais on va voir que quand même les toxidermies, pour moi, c'est un sujet important et qui peut tomber vraiment dans le cadre d'un dossier. On va faire un petit listing des toxidermies principales que vous avez à connaître. On a déjà vu une la semaine dernière. Le Lyell, on en revoit une deuxième. C'est un grand chapitre, mais il est inclus dans la partie iatrogénie, d'accord ? Donc, si vous ne connaissez pas la PEAG, mais qu'au moins vous avez pensé à la toxidermie, mettez toxidermie. Vous aurez moins de points que ceux qui ont mis toxidermie sous forme d'une PEAG. Et pareil, à contrario, si vous êtes très fort, vous savez que c'est une PEAG, ceux qui mettent PEAG tout court, ils auront moins de points que ceux qui mettent toxidermie sous forme d'une PEAG. C'est pas tout con, tout logique, mais quand vous répondez à ce genre de questions, partez du terme le plus vague, le plus large, et ciblez, précisez votre réponse. De la même façon, si vous avez un dossier d'infectieux, vous avez un antibiotique à prescrire, vous ne mettez pas augmentin 3 grammes par jour. Vous mettez antibiothérapie par telle voie, actif contre tel germe, à telle dose pendant tel jour, tant de jours. Voilà. Donc, toxidermie à type de PEAG. Sur quels critères avez-vous évoqué ce diagnostic?
On t'écoute. Sur quels critères tu avais évoqué ce diagnostic? Sur la prise récente d'un macrolide avec le délai qui correspond, le délai d'apparition qui correspond par rapport au médicament qui a été pris, et sur l'aspect clinique. Un érythème avec des lésions pustuleuses. Comment on raisonne devant une toxidermie, d'accord? Premièrement, une toxidermie, il y a 3 éléments qui la caractérisent, d'accord? Vous avez, premièrement, un médicament imputable. C'est l'imputabilité extrinsèque d'un médicament. Mais ça, c'est le moins bon des critères, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que dans le Vidal, ça n'a jamais été décrit ou à la pharmacovigilance, ça n'a jamais été rapporté que vous pourrez dire ce n'est pas une toxidermie. N'importe quel médicament, théoriquement, même le Doliprane, tout ce que vous voulez, peut donner une toxidermie. Mais il y a quand même, au sein de chaque groupe de toxidermie, des médicaments plus habituels. Deuxièmement, vous avez un facteur chronologique, d'accord? Avec un délai d'apparition compatible. Délai qui est classique après la première prise, on va voir en fonction des différentes toxidermies, qui peut être raccourci après réintroduction. Et troisièmement, vous avez une sémiologie compatible. Quel type de toxidermie vous avez à connaître? On va les lister très brièvement en partant du délai le plus court vers le délai le plus important, après la première prise, sachant que c'est des délais classiques après première prise et qu'après une deuxième prise, le délai peut être raccourci. Premièrement, vous avez à connaître tout ce qui est urticaire, angioëdème, choc anaphylactique. Urticaire avec histaminolibération, je vous renvoie à votre question. N'importe quel médicament peut donner ça. Le délai, c'est quelques secondes, quelques minutes, quelques heures après la prise. La sémiologie, c'est celle d'une urticaire, d'un angioëdème, d'un choc anaphylactique. Voilà. Deuxième toxidermie à connaître qui est particulière car très facile à diagnostiquer. Facile car précoce, 24-48 heures après la prise du médicament. On va voir que c'est précoce pour une toxidermie. Toxidermie qui débute au niveau du pli, secondairement extensive et qui a cette lésion sémiologique caractéristique qui est la pustule. Un exanthème pustuleux qui débute au niveau des plis secondairement extensifs dans un contexte de prise médicamenteuse récente 24-48 heures avant, de vous faire évoquer une PEAG, pustuleuse exanthématique aiguë généralisée. Et les médicaments les plus souvent responsables, ce sont des macrolides ou des synergistines ou des pénicillines. Bref, très souvent les antibiotiques, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une PEAG au Doliprane. Mais le plus souvent, macrolides, pénicilline. Troisième groupe de toxidermie à connaître, les raches maculopapuleux, J7J21, c'est les plus fréquents. C'est la toxidermie la plus classique. Ça ressemble à un exanthème morbilliforme ou roséoliforme, des éléments non confluents, maculeux ou papuleux. Éventuellement 37,5-38. Ça peut mimer une infection virale. Ça peut donner un petit éosinophilie, ça peut donner une petite touche hépatique. N'importe quel médicament peut donner ça. Et généralement, c'est un diagnostic différentiel avec des viroses. Donc généralement, un malade qui a besoin d'éruption, on lui fait quand même sérologie HIV, antigénémie P24 et TPHA-VDRL de principe. C'est plus fréquente. Alors la question, si on ne fait pas le diagnostic d'une toxidermie, est-ce que la deuxième fois, ça peut être plus grave? La réponse est oui. Donc si on ne met pas en évidence le médicament, si on ne suspecte pas la toxidermie et qu'on ne fait pas un bon interrogatoire médicamenteux avec une liste de médicaments suspects et que le malade et qu'on réintroduit par mégarde ou qu'ultérieurement le médicament en cause est réintroduit, plusieurs possibilités. Le plus souvent, ça récidive sous la même forme de toxidermie. Ça ne veut pas dire que le malade va faire un syndrome de Lyell s'il a fait la première fois un rash maculopapuleux. Donc soit selon la même forme avec le sang, plus de signes de gravité, mais ça peut aussi, et ça c'est imprévisible, donner plus de signes de gravité. Mais c'est pas parce que si la première fois il a fait la PEAG, la deuxième fois il va faire une PEAG, il ne va pas faire un Lyell, d'accord? Par contre, rash maculopapuleux et syndrome d'hypersensibilité, ça peut se chevaucher, on va en parler du DRESS, du syndrome d'hypersensibilité tout à l'heure. Quatrième groupe de toxidermie à connaître, c'est les toxidermies bulleuses. On l'a vu la dernière fois avec le syndrome de Lyell. C'est J7J21. N'importe quel médicament peut donner ce genre de toxidermie, mais c'est souvent des médicaments psychotropes, antiépileptiques, neuroleptiques, des antibiotiques type sulfamide, des AINS ou des antirétroviraux. La sémiologie, on l'a vu, ça peut aller de l'érythème polymorphe, du Steven Johnson au Lyell.
Et 5e toxidermie à connaître, c'est le syndrome d'hypersensibilité ou DRESS syndrome, qui est caractéristique car très tardif, enfin on va dire tardif pour une toxidermie, 3e semaine à 6e semaine, S3, S6. Donc c'est difficile de faire un interrogatoire médicamenteux, savoir exactement ce que le malade a pris un mois avant. C'est pas toujours facile, vous verrez en pratique. N'importe quel médicament peut donner ça. C'est souvent l'allopurinol quand même, le zylorique, mais on peut le voir avec le tegretol, avec des antiépileptiques, des antibiotiques, bref, n'importe quel médicament. Et la sémiologie, ça peut aller du rash maculopapuleux à l'érythrodermie, cliniquement. Mais il y a souvent une grande altération de l'état général, 39-40, des gros ganglions qui peuvent mimer un lymphome, et biologiquement une grande éosinophilie. Alors je vous ai dit que tout malade qui se gratte peut avoir 500, 1000, maximum 1500 éosinophiles. Dans le DRESS syndrome, c'est 5 ou 10 000 éosinophiles. Ce n'est pas 750 éosinophiles. C'est un vrai syndrome d'hypersensibilité avec, dans la définition, au moins une atteinte viscérale. Et par atteinte viscérale, on entend, ça peut être une cytolyse hépatique, une pancréatite aiguë, une insuffisance rénale, une méningite aseptique, une pneumopathie interstitielle, des cytopénies. Bref, au moins une atteinte viscérale d'organes. Donc un malade qui a un médicament imputable, la chronologie compatible, l'exanthème plus ou moins érythrodermie, les signes généraux, les ganglions, les éosinophilie et au moins une atteinte d'organes, vous devez suspecter un syndrome type DRESS, hypersensibilité. Donc là, dans le dossier, il fallait en fait parler d'imputabilité extrinsèque, c'est la renommée du médicament que vous aviez prescrit, donc probablement un macrolide ou une synergistine qui sont inducteurs de PEAG classiquement. Et l'imputabilité intrinsèque, premièrement chronologique, puisqu'il y avait un délai tout à fait compatible avec la PEAG, et deuxièmement sémiologique, puisqu'il y avait une sémiologie tout à fait caractéristique de pustulose exanthématique aiguë généralisée. Voilà pour ce dossier. Pour moi, les toxidermies, ça peut vraiment donner lieu à un dossier, ou bien des sous-questions dans un dossier d'infectieux, où il y a des antibiotiques, et puis le rash. Bref, ça peut vraiment être très transversal. Mais aussi, comme j'avais fait la semaine dernière, le dossier sur le syndrome de l'aïeul, un dossier complet sur une toxidermie avec un dossier de réa, de néphro par la suite. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est toxidermie ?